Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Michel Malidia et au nom de la direction consulaire du DFAE, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur la planification successorale. Pour cette version française, nous avons tout à l'heure eu la version en allemand avec plus de 600 participants et donc c'est un beau succès. J'espère que vous serez tout aussi nombreuses et nombreux. C'est avec beaucoup de plaisir que nous organisons ce webinaire en collaboration avec nos partenaires de l'Organisation des Suisses de l'étranger, Swiss Community, et de Solis Suisse. Avant toute chose, j'aimerais faire une annonce importante. Les questions spécifiques personnelles et les questions spécifiques à des pays très précis ne pourront malheureusement pas être répondues dans la mesure où on ne connaît pas la législation de tous ces pays dans le détail. Et je vous suggère fortement de poser vos questions à votre représentation compétente qui sera en mesure de soit vous répondre, soit de vous en tout cas indiquer auprès de qui vous pouvez poser ces questions. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je donne la parole à Madame Ariane Rustichelli, directrice de l'Organisation des Suisses de l'étranger. Merci beaucoup, Ariane. Merci beaucoup, Monsieur Malicia. Donc nous allons pendant 90 minutes parler de planification successorale pour les Suisses de l'étranger. Comme l'a dit Monsieur Malicia, c'est co-organisé ce webinaire par les services consulaires du DFAE, l'Organisation des Suisses de l'étranger, Swiss Community et Solis Suisse. Je regarde sur ma droite la directrice de Solis Suisse. Pour information déjà, mais je le répéterai après, toutes les informations, donc c'est filmé. Il y aura une vidéo qui sera sur les sites de ces trois organisations demain à 18h au plus tard et les présentations PowerPoint seront également disponibles. Si vous posez la question de savoir pourquoi ce webinaire est co-organisé par trois organisations qui se complètent, la raison est la suivante, c'est qu'au niveau de la Confédération, la direction consulaire du département fédéral des affaires étrangères représente les représentations suisses à l'étranger, c'est-à-dire les consulats et les ambassades. Comme l'a dit M. Malicia, primairement, si vous avez des questions, c'est à eux que vous devez vous adresser, donc ils sont là pour vous. L'Organisation des Suisses de l'étranger, Swiss Community, que je dirige et pour laquelle je travaille depuis 15 ans aujourd'hui, est une fondation de droit privé qui est reconnue comme une organisation de défense des intérêts des 800 000 Suisses qui vivent à l'étranger. Nous avons une large palette de prestations et de services, dont un service juridique que vous pouvez consulter en tout temps et les services sont gratuits. Solis Suisse est une coopérative à laquelle vous pouvez également vous adresser en tout temps. L'adhésion est payante, ça n'est pas très cher, c'est 90 francs par année, donc ça peut valoir la peine d'adhérer. Voilà. Quel est l'objectif finalement de ce webinaire? Donc, on va parler de planification successorale et on parle de cette planification parce que la planification successorale est très complexe, très exigeante, hein, déjà quand vous habitez en Suisse, mais en plus, si votre domicile se trouve à l'étranger, la complexité va augmenter. Donc, le but du webinaire, c'est de donner un aperçu des thèmes, des questions pertinentes, de manière à vous sensibiliser, de manière aussi à vous préparer à toute la planification successorale. Pour aujourd'hui, pour nous parler de ce thème, nous avons des spécialistes, des représentants, une personne qui travaille avec la représentation suisse en France. C'est un avocat spécialisé et notaire. Nous avons un notaire évidemment qui est avec nous, deux représentants des banques, de la Banque cantonale genevoise pour être précise, et deux représentantes de la coopérative Solis Suisse. Je vais peut-être faire le tour des interventions. On commencera par une vidéo. Ça nous donnera le point de vue du droit successoral en France. Et par cette vidéo qui a été préenregistrée, dans laquelle parle M. Hugues Letellier, qui est avocat et notaire à Paris, vous comprendrez mieux les spécificités du droit et de la fiscalité franco-suisse, parce qu'il y a quelques difficultés, notamment liées à la double imposition. Monsieur Letellier est associé gérant chez Duo Légal, qui est un cabinet d'avocats et de notaires. Pour rappel aussi, la plus grande des communautés de Suisses de l'étranger se trouve en France, avec près de 200 000 personnes.
Grâce à la Fédération suisse des notaires, nous avons réussi à acquérir, si je peux dire comme ça, pour ce webinaire, Monsieur David Frosio, qui est notaire chez Heusermann et Partner. Votre collègue, Monsieur Andreas Gubler, a pris la parole avant pour la version allemande. Vous prenez la parole pour la version française. Vous assistez les clients non seulement en matière de droit matrimonial et successoral, mais aussi dans les domaines du droit de la construction et de l'immobilier, du droit de la poursuite pour dette et de la faillite, ainsi que dans la question du droit des contrats et des négociations contractuelles. Pour la Banque cantonale genevoise, prendront la parole Madame Nassi Garcia-Cano, qui est responsable Wealth Planning et Private Banking à Genève. Vous allez intervenir aussi sur les questions spécifiques liées à la planification successorale, et votre collègue, Monsieur Léonel Amarel, prendra également la parole. Vous êtes conseiller clientèle, placement et prévoyance au sein du département clientèle privée internationale. Voilà, et vous traitez des demandes des Suisses de l'étranger en langue française. J'espère avoir bien résumé, vous pourrez toujours me compléter. Ensuite, Madame Nicole Tupperwien, directrice de la coopérative Solis Suisse, prendra la parole, en plus évidemment des toutes les tâches dont elle s'occupe au niveau de la direction. Elle est également juriste et apporte son soutien aux membres de Solis Suisse sur les questions juridiques. Elle est accompagnée de Madame Isabelle Bauer, qui travaille pour Solis Suisse. Vous conseillez vos membres ou vos non-membres en termes de questions d'émigration à l'étranger, si quelqu'un veut entreprendre un voyage de longue durée ou bien veut revenir en Suisse, et vous êtes spécialisé dans les questions d'assurance sociale. Très bien, alors cette fois, nous allons commencer par une petite vidéo qui nous expliquera la spécificité du notariat et de ce à quoi il faut faire attention quand on habite en France et que l'on est suisse. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons passer quelques minutes pour parler des successions franco-suisses. Je voudrais vous proposer 3 idées pour essayer d'avoir une approche la plus concrète possible. La première, c'est que pour parler de succession franco-suisse, il faut avoir d'abord une approche très factuelle. La deuxième, c'est de vous expliquer que la loi applicable, eh bien, on va pouvoir la choisir. Et la troisième idée, c'est que la loi fiscale, on peut un petit peu moins la choisir. Une approche factuelle. Une approche factuelle, c'est si je veux faire mon testament, si je veux réfléchir à ma succession, eh bien je compte. Je compte, est-ce que j'ai des biens? Est-ce que j'ai une maison? Est-ce que j'ai une épargne? Est-ce que j'ai une voiture de sport? Est-ce que j'ai des tableaux? Donc de bien recenser ces biens. Après, on recense sa famille. Est-ce que j'ai un conjoint? Est-ce que j'ai une conjointe? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que je suis une famille recomposée? Et une fois qu'on a fait tout ce tableau, c'est une chose que le juriste ne peut pas faire. Il faut déterminer soi-même ce que l'on veut attribuer à chacun si l'on décède soi-même. C'est le point de départ de la réflexion. On ne peut pas, en tant que juriste, se substituer aux personnes à la volonté du testateur. Une fois que le testateur sait comment il veut répartir ses biens, on peut attaquer notre deuxième question, qui est la question de la loi applicable. Et la loi applicable, on peut la choisir. La loi applicable, elle va nous déterminer quelle est la portion maximale que chacun peut recevoir, que ce soit la loi suisse ou la loi française. En Suisse, le conjoint survivant, l'époux, est héritier réservataire, c'est-à-dire qu'il recevra au minimum 25% de la succession. En France, lorsque le couple a des enfants, le conjoint survivant n'est pas héritier réservataire, donc on peut lui donner 0% de la succession. En revanche, on peut, par des techniques françaises, lui donner jusqu'à 100% de la succession. Et c'est là qu'on commence à voir qu'il y a peut-être un choix à faire entre la loi française ou la loi suisse. Les enfants, la réserve des enfants, en droit suisse, elle va être de 25% de la succession depuis la réforme du 1er janvier 2023. En France, s'il y a 3 enfants, la réserve est de 75% de la succession. Donc, lorsqu'on a factuellement déterminé ses objectifs et ses souhaits de transmission, on va voir si dans la loi du lieu où l'on réside, c'est possible, et si ça n'est pas possible, on va essayer de voir la loi de sa nationalité, voir si à ce moment-là, c'est possible. Dernier exemple, pour comprendre cette problématique de la différence de loi, prenons un Suisse qui vient s'installer en France et qui voudrait léguer sa succession à son médecin. Le droit français, du lieu de la résidence habituelle, la France interdit de léguer sa succession à son médecin. Donc le ressortissant suisse va pouvoir, dans son testament, dire « je choisis la loi suisse, car c'est ma nationalité,
je lègue ma succession à mon médecin, car c'est autorisé dans la loi suisse. Alors en définitive, le choix de la loi, eh bien, il se fait par testament. Et dans le testament, on va dire que je ne souhaite pas que soit appliquée la loi de ma résidence habituelle et je souhaite que l'on applique ma loi nationale. Alors la sagesse pour faire ce testament, c'est de le faire avec un professionnel qui ait si possible une double vision, à la fois du droit suisse et du droit français. Reste la question de la fiscalité. Et ce n'est pas parce qu'on a choisi la loi civile applicable à la succession qu'on a pour autant choisi la fiscalité. La fiscalité, on l'a choisie un petit peu moins. Alors, en Suisse, la plupart des cantons ne connaissent pas les droits de succession. Donc, la problématique est essentiellement française. Donc, en France, on a à peu près 90% des successions qui sont exonérées de droits de succession. Et à peu près 10% des successions qui s'ouvrent chaque année qui vont être taxables. Donc, pourquoi un montant si important de succession exonéré? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de droit de succession entre époux. Il n'y a pas non plus le droit de succession entre partenaires taxés. La deuxième raison, dans un cadre franco-suisse, c'est si un membre de la famille vient en France pour une durée temporaire et qu'il hérite de ses parents qui sont restés en Suisse, il va être exonéré d'impôts pendant les 6 premières années de son séjour en France. Alors, les 10% de cas où il y a les droits de succession, prenons le cas d'une famille avec 2 enfants qui auraient un patrimoine solide de 1 million d'euros. Donc, un couple avec 2 enfants qui a un patrimoine de 1 million d'euros, il y aura environ 7% de droits de succession à payer au titre des 2 décès. Prenons un autre exemple. Un parent qui lèguerait 1 million d'euros en pleine propriété à l'un de ses enfants, l'enfant va payer à peu près 21% au maximum. Bien évidemment, il y a des techniques qui permettent de payer moins, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation. Alors les doubles impositions, me direz-vous, les doubles impositions sont rarissimes, puisque lorsqu'il y a un canton où il n'y a pas d'impôt et un pays où il y a de l'impôt, tout simplement il ne peut pas y avoir de double imposition. Il y a l'imposition dans l'un des 2 pays. Les cas de double imposition concernent les quelques cantons où il y a des droits de succession, et là, le professionnel va pouvoir vous guider pour éviter tout risque de double imposition, c'est-à-dire qu'on ait tout simplement la fiscalité du pays où l'on est et que l'on impute la fiscalité payée dans notre pays. Voilà, je vous remercie de votre attention. Très bien. Vous avez eu une première vision de la spécificité de ce qui se passe pour les Suisses de France. Maintenant, nous allons voir, grâce à M. Frosio, avoir une introduction très large sur la question successorale, la planification successorale en Suisse, mais surtout pour des Suisses d'étrangers dans différents pays. Je vous passe la parole pour nous présenter ça. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous en ce début d'après-midi. Et puis, du coup, mon nom est David Frosio. Je suis avocat et notaire au sein de l'étude Heusermann et Parter. Nous avons des bureaux dans tout le canton de Berne. Mon confrère Andreas Kübler a fait tout à l'heure la même présentation en allemand. Vous avez nos coordonnées qui sont disponibles sur le slide, notre numéro de téléphone et notre adresse email. S'il y a des questions, vous pouvez toujours nous appeler ou nous écrire un mail après cette présentation. Au sommaire de cette présentation, on va voir quelle est la compétence, quel est le droit applicable. On va regarder les lois qui règlent les compétences et le droit applicable, notamment la LDIP et le règlement sur les successions internationales. On va voir les élections de forts et de droit. On va voir 3 petits exemples avec la France, l'Italie et la Thaïlande. On va brièvement regarder la réforme du droit successoral intervenue au 1er janvier 2023 en Suisse, l'interaction entre le droit matrimonial et le droit des successions, l'exécuteur testamentaire, et je finirai par quelques conseils importants à retenir. Par rapport au droit applicable, la première question dans des relations internationales, il faut toujours commencer par déterminer quel État est responsable du règlement de la succession. Par exemple, l'ouverture du testament, les recherches d'héritiers ou même les litiges entre héritiers. C'est ce qu'on appelle la compétence internationale. Ensuite, il faut se demander quel est le droit national applicable. Quel droit va-t-on appliquer? Est-ce qu'on va appliquer le droit suisse? Est-ce qu'on va appliquer le droit français? Il n'y a pas forcément de corrélation entre la compétence internationale et le droit applicable. C'est-à-dire que la Suisse peut être compétent pour traiter d'une succession sans pour autant appliquer le droit suisse. Ensuite, on va regarder quels sont les points de rattachement. La plupart des États se réfèrent au dernier domicile
ou à la dernière résidence habituelle de la personne décédée. Certains États se réfèrent à la nationalité de la personne décédée et de nombreux États, notamment anglo-saxons, se réfèrent au lieu de situation des biens ou de certains d'entre eux, en particulier pour les immeubles. Il y a donc toujours un élément d'extranéité lorsque vous résidez durablement à l'étranger ou vous possédez des biens dans un État étranger. En Suisse, les questions de compétences sont réglées par la loi suisse sur le droit international privé, ce qu'on appelle la LDIP. Vous verrez plusieurs fois cette abréviation apparaître. C'est donc la loi qui règle la procédure et qui est compétent et quel droit est applicable. En Suisse, on applique par rapport à la compétence et le droit applicable le rattachement au dernier domicile. Et si le dernier domicile est en Suisse, la Suisse ne reconnaît pas de compétences étrangères, sauf pour les immeubles, qui est une exception. Inversement, ça veut dire que la Suisse part du principe qu'elle n'est pas compétente pour la succession d'un citoyen suisse décédé à l'étranger, puisque dans ce cas-là, ce sera le droit étranger qui sera applicable. La Suisse reconnaît la compétence du lieu d'origine si c'est un choix qui est établi par un citoyen ou une citoyenne suisse ayant son dernier domicile à l'étranger. Si il devait y avoir des problèmes au niveau de la procédure à l'étranger, par exemple, il y aurait toujours ce qu'on appelle le fort de nécessité. Une élection de droit en faveur du droit national, comme l'a dit M. Letellier tout à l'heure, est possible et admise. Ensuite, il n'y a pas d'élection de droit pour les binationaux suisses qui est possible, mais attention, il y a une révision de la loi en cours et ça pourrait changer. Et il faut toujours se souvenir que les traités internationaux sont réservés. Par exemple, on le verra tout à l'heure, il existe un traité entre la Suisse et l'Italie qui diffère un petit peu de ce qui a été inscrit sur ce slide. Ensuite, si on passe à ce qui prévaut dans l'Union européenne, il y a le pendant, si on veut, de la LDIP suisse, c'est-à-dire le règlement sur les successions internationales. C'est la réglementation de base pour l'Union européenne qui se trouve dans le règlement. Le rattachement qui est fait, c'est celui à la dernière résidence habituelle. Attention, la dernière résidence habituelle ne signifie pas forcément le dernier domicile. Il peut y avoir une divergence, on verra tout à l'heure à l'aide d'un exemple. Une élection de fort exclusive est possible seulement au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que si vous résidez en France, vous pouvez décider d'attribuer la compétence à un autre pays qui est membre de l'Union européenne. Donc pas à la Suisse, par exemple. Ensuite, une élection en faveur du droit national est toujours autorisée, également pour les binationaux. Et puis l'élection de droit peut avoir des conséquences qu'un tribunal d'un État membre de l'UE doit appliquer le droit suisse. Donc voilà, les deux derniers tirets parlent de l'élection de droit, c'est-à-dire le droit applicable. Ce qui précédait, c'était pour la compétence, de savoir quelle est la juridiction compétente pour traiter de la succession. Maintenant, toujours par rapport à la juridiction compétente, une élection de fort, donc le fait de choisir un pays comme compétence en faveur du lieu d'origine est possible du point de vue suisse. Là, on va parler du point de vue suisse. Et puis, la reconnaissance de l'élection de fort, elle est possible dans le règlement sur les successions internationales donc de l'Union européenne qu'à l'égard des États de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance qui est possible à l'égard de la Suisse. Toutefois, un État de l'Union européenne n'entravera pas le règlement d'une succession en Suisse. Donc, on ne peut pas le faire, ce ne sera pas reconnu, mais en fait, la procédure pourra se dérouler en Suisse sans qu'il n'y ait de problème particulier à ce niveau-là. Et reconnaissance dans les États non membres de l'Union européenne à vérifier en chaque cas. Il peut être utile de faire appel à un spécialiste pour s'assurer que l'élection de force sera reconnue dans un État non membre de l'Union européenne. Maintenant, par rapport à l'élection de droit en faveur du droit suisse, vous pouvez soumettre votre succession au droit suisse, ça, il n'y a pas de problème particulier. On peut prévoir un panachage, si on veut, avec une élection de droit partielle possible, c'est-à-dire qu'une partie de la succession pourrait être soumise, par exemple, au droit italien et une autre partie, par exemple, au droit autrichien. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça peut faciliter les choses, parfois, de prévoir ça comme ça. Le règlement sur les successions internationales reconnaît l'élection de droit en faveur du droit suisse en tant que droit du pays d'origine. Et la reconnaissance dans les États non membres, là encore, il faut à chaque fois vérifier que ce soit bien le cas. Il peut être utile là aussi de faire appel à un spécialiste. Si on prend un petit exemple français, l'état de fait, c'est donc un citoyen ou une citoyenne suisse qui passe ses vieux jours en France, par exemple dans une maison de vacances dans le sud de la France, et qui décède en France. Dans ce cas-là, il y aura la pleine application du règlement sur les successions internationales. S'il n'y a pas de testament ou de pacte successoral qui a été prévu, ça veut dire que le droit des successions va s'appliquer par les autorités françaises.
il y a une possibilité d'élection de droit en faveur du droit des successions suisses, ce qui voudrait dire que les Français, les autorités françaises seraient compétentes mais devraient appliquer le droit suisse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas forcément d'uniformité entre le droit et la juridiction qui est compétente. Mais la France peut se déclarer compétente pour les litiges successoraux ainsi que pour le règlement de la succession, donc en appliquant le droit suisse. Maintenant, si je fais un petit excursus, un citoyen ou une citoyenne suisse qui passe environ 8 mois par an dans sa maison de vacances en France, mais est domicilié à titre fiscal, par exemple en Suisse, là, on aurait un problème de double compétence, un conflit positif de compétence, parce que selon le droit suisse serait applicable sans élection de droit, en vertu du domicile en Suisse. Par contre, selon le droit français serait applicable sans élection de droit en raison de la résidence habituelle en France. La solution pour éviter de tels conflits, c'est de faire une élection de droit et dire « je soumets ma succession au droit suisse ou français ». Maintenant, si je prends l'exemple de l'Italie, on est donc dans la même situation de départ, mais la maison de vacances, elle ne se trouve plus dans le sud de la France, mais par exemple en Toscane. Et si le règlement sur les successions internationales ne serait pas applicable, en fait, parce qu'il y a une convention internationale qui va la primer, en fait. Et puis, selon cette convention internationale, en cas de décès d'un Italien en Suisse, le droit des successions italiens s'applique et les litiges successoraux dans la succession doivent être traités au dernier domicile en Italie. Et c'est exactement vice-versa au cas où le décès survient non pas en Suisse, mais en Italie. Et donc, si un citoyen ou une citoyenne suisse domiciliée en Italie décède, la compétence et le droit applicable sont déterminés par le droit suisse sans faire appel à la LDIP. Ça veut dire que les autorités suisses appliquent le droit suisse. Une élection de droit et de fort en faveur du droit national est judicieux du point de vue suisse, malgré la Convention internationale. Ça permet de créer des rapports clairs et on sait exactement quels droits et quelles juridictions sont compétentes. Maintenant, si je prends l'exemple de la Thaïlande, on est donc toujours dans le même état de fait. Un citoyen suisse ou une citoyenne suisse passe ses vieux jours en Thaïlande et y décède. Le principe du dernier domicile s'applique également en Thaïlande, mais en règle générale, les autorités s'occupent exclusivement des biens successoraux en Thaïlande, et donc pas des biens qui seront situés à l'étranger, par exemple en Suisse. Le transfert des biens successoraux en Thaïlande sont très compliqués et ne peuvent être guère réalisés sans assistance juridique. La présence personnelle des héritiers en Thaïlande est souvent exigée. La procédure de succession est assez compliquée en Thaïlande et puis fastidieuse pour les étrangers. Donc, il peut être important de procéder à un partage, de diviser la succession entre, d'une part, les biens en Thaïlande, par exemple en rédigeant un testament selon le droit thaïlandais, et puis pour les autres biens, par exemple, qui se trouvent en Suisse, de faire un testament suisse soumis au droit suisse. Et là aussi, il peut être utile de se faire conseiller en Thaïlande comme en Suisse, et ça peut éviter un sacré nombre d'inconvénients par la suite. Donc, il vaut peut-être la peine de faire appel à des spécialistes, que ce soit ici et là-bas. 2 mots sur le nouveau droit des successions en Suisse. C'est surtout le droit des réserves héréditaires qui a été modifié. Donc, cette réforme, elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2023, comme ça a été dit tout à l'heure par l'avocat notaire français. Le droit successoral légal reste inchangé, donc c'est toujours le même ordre. Les conjoints et les descendants continuent d'hériter donc en premier lieu, suivi des parents, des frères et des sœurs. Et puis, en troisième position, ce sont les parents, les oncles, les tantes, les cousins et les cousines qui héritent. Et cet ordre peut être modifié par testament ou pacte successoral. La grande différence, c'est qu'un testament est une chose individuelle. Un pacte successoral, ça réunit plusieurs personnes. La révision concerne en premier lieu le droit des réserves héréditaires. La part réservitaire des descendants a été réduite. Elle était d'une demi, elle est d'un quart. Et les parents n'ont plus de réserve héréditaire. Ensuite, en 2 mots, l'interaction entre le droit matrimonial et le droit des successions. Le droit matrimonial règle la question de savoir à qui appartient, qu'est-ce qui appartient à quel conjoint et qu'est-ce qui revient à quel conjoint une fois le régime matrimonial dissous, que ce soit pour cause de divorce ou pour cause de décès. Il faut toujours se rappeler que le droit matrimonial prime le droit des successions. Donc d'abord, on va liquider le régime matrimonial. Ensuite, on va passer au droit des successions, si tant est qu'il y a encore quelque chose dans la masse successorale. Ce qui revient au conjoint survivant en vertu du régime matrimonial ne tombe pas dans la succession, et ce qui ne revient pas au conjoint survivant en vertu du régime matrimonial tombe dans la succession. Donc là aussi, le régime matrimonial offre des possibilités de planification et qu'il vaut la peine de saisir.
Ensuite, exécuteur testamentaire, il est donc possible de désigner un exécuteur testamentaire de votre vivant. Un exécuteur testamentaire peut soutenir les héritiers dans le règlement de la succession et sa charge, son activité, c'est de mettre en œuvre vos dernières volontés. Dans les États étrangers, il peut être nécessaire, parfois même obligatoire, de désigner un exécuteur testamentaire ou un administrateur de la succession qui reprend la succession au nom des héritiers et la répartit entre eux. Et il est important, quand il y a un exécuteur testamentaire, qu'il soit au courant du testament, comme ça le testament peut réapparaître au moment du décès, et comme ça on est sûr de le retrouver. Voilà, j'en ai terminé de mon côté, je vous remercie pour votre attention. Ah, j'ai oublié les conseils plutôt. Ah, peut-être quelques conseils. Vous avez tout à fait le temps. Je crois que c'est des conseils précieux. Donc, dites-nous quels sont ces conseils. Oui, pardon. Alors, les conseils, on vous conseille de procéder de manière proactive à une élection de droit par le biais d'un testament. Ensuite, on vous conseille de faire appel à un spécialiste et demander conseil dans les 2 États concernés, l'État d'origine et l'État de résidence. Il faut toujours veiller à faire en sorte que le testament soit retrouvé en cas de décès. En Suisse, on connaît le registre suisse des testaments qui permet du coup d'indiquer le lieu de dépôt dans ce registre. Et puis quand il y aura un décès, tous les notaires en Suisse doivent en principe faire une demande à ce registre suisse des testaments pour savoir si une personne décédée a laissé un testament. En cas de transfert de domicile dans un autre État, il est recommandé de toujours vérifier sa situation successorale et puis d'examiner périodiquement tous les 5 à 10 ans la réglementation successorale, s'il est toujours applicable, s'il y a eu des modifications dans la situation. Et en cas de situation difficile ou compliquée, désigner un exécuteur testamentaire. Voilà, cette fois j'en ai terminé. Merci beaucoup. Un grand merci, Monsieur Frosio. C'était une présentation très intéressante, très complète. On a bien compris la complexité des questions successorales, mais être au clair sur la question du droit suisse, du droit du pays de résidence, l'importance de passer par un notaire spécialiste du droit suisse, mais aussi spécialiste de son pays de résidence. Donc évidemment, il y a toute cette notion-là. C'est d'ailleurs la thématique qu'on traite aujourd'hui. Mais il y a évidemment, lié à la question successorale et à la planification, il y a le rôle des banques. Quel est le rôle de votre banque si vous avez un compte bancaire en Suisse? À quoi est-ce qu'il faut faire attention du point de vue bancaire? Je me tourne évidemment vers nos 2 représentants de la Banque cantonale genevoise, Madame Garcia-Cano et Monsieur Amaral. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à ce webinaire. Alors, je suis très contente de vous faire une petite présentation, effectivement, sur cette révision du droit des successions. Je vais vous présenter, effectivement, avec Monsieur Lionel Amaral, qui, lui, est plus sur l'aspect technique, puisqu'il s'occupe de la relation clientèle. Je suis responsable du Wealth Planning Genève et au Private Banking Genève, ici au Quai de Lille à Genève. Et effectivement, pourquoi finalement faire venir la BCGE à Berne? C'est une bonne question. Aujourd'hui, la BCGE, il ne faut pas oublier que nous sommes principalement effectivement sur l'arc lémanique. Nous avons beaucoup d'agences à Genève. Cependant, on se trouve aussi sur Lausanne, sur Bâle et sur Zurich. Et au niveau de l'extérieur de la Suisse, nous sommes aussi à Dubaï, à Hong Kong, à Annecy et à Lyon, principalement. Donc, le but ici de notre département et de la BCGE, c'est vraiment d'accompagner les Suisses selon leur situation personnelle, dans toute situation, qu'ils soient à l'étranger, dans le cadre de droit suisse, ou les expatriés qui viendraient éventuellement s'installer en Suisse. Donc, effectivement, cette révision du droit des successions a été mise à jour parce qu'on sait que le Code civil suisse date de 1907 dans ce domaine des droits des successions. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, il en résulte une différence assez importante entre le régime matrimonial, les structures familiales, je dirais plutôt, d'il y a 100 ans par rapport à aujourd'hui. Donc, on sait que beaucoup de gens ne se marient plus, il y a beaucoup de familles recomposées. De ce fait, le droit des successions doit être mis à jour. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est là pour vous présenter cette modification ici. Donc, je vais commencer par un dicton. C'est lorsqu'il fait beau qu'il faut prévoir la pluie, je pense que tout le monde le connaît. Pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer par là? Parce que effectivement, aujourd'hui, c'est important d'anticiper ses volontés.
On parle aujourd'hui beaucoup du droit successoral. Il y a aussi le mandat pour cause d'inaptitude qui peut être tout à fait mis en lien avec ce dicton-là. Je vais vous donner peut-être un cas de figure qui est assez parlant. C'est que finalement, dans le cadre de mon activité, j'ai rencontré un groupe, une famille, où monsieur et madame, les parents, étaient venus avec leurs 2 enfants qui avaient une trentaine d'années. Ces clients-là étaient propriétaires d'une maison, avaient une dette hypothécaire et un mandat de gestion au sein de notre banque, ainsi que des comptes. Lorsque j'ai parlé de l'aspect successoral, ils m'ont tout de suite dit de toute façon, on est mariés aux acquets, c'est mon épouse et mes enfants qui héritent, pour nous, il n'y a aucun souci par rapport à ça, donc je n'ai pas besoin de m'en occuper. Cependant, ce qui s'est passé malheureusement, c'est que quelques années plus tard, il est décédé et les enfants, depuis, se sont mariés. Ils se sont mariés et ce qui s'est passé, c'est qu'on appelle ça les pièces rapportées, c'est-à-dire ceux qui ne viennent pas de la famille d'origine, s'entendaient très peu avec l'épouse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le fils a demandé, sur pression de son épouse, sa part d'héritage qui représentait le 25%. Cependant, le problématique, c'est que sa maman n'avait pas la possibilité, parce qu'il y avait peu de cash lors de l'héritage, c'était principalement des biens immobiliers, et dans ce cadre-là, il a fallu qu'elle vende. Parce qu'effectivement, ce qu'on aurait pu faire à ce moment-là, c'est de donner un droit d'usufruit éventuellement pour éviter cette problématique-là. Donc c'est là qu'il est important de prévoir aujourd'hui pour demain, et on va voir comment. Alors encore une fois, pourquoi parler de succession dans une banque? Effectivement, à la BCGE, on fait beaucoup de choses différentes, on a beaucoup de métiers différents. Simplissimo, qui est tout ce qui est lié aux hypothèques que nous mettons en place, bien sûr, pour notre clientèle. Le Best-of, qui est notre gamme de mandats de gestion. Et Prévisio, qui est notre département de planification financière, analyse de prévoyance et transmission successorale. Je vais passer sur quelques-uns de ces chiffres ici que vous avez devant les yeux. Je pense qu'il est important, si on regarde déjà sur cette première partie-là, le 1100 milliards, c'est juste pour vous présenter l'impact aujourd'hui des avoirs en fait, qu'on a sous forme de capitaux de prévoyance. Aujourd'hui, ces chiffres sont assez parlants, surtout sur ce premier point, parce que ces capitaux de prévoyance, on ne se rend pas compte, mais majoritairement la fortune des Suisses sont dans leur prévoyance, puisqu'on a un système de prévoyance qui est plutôt très bon. En fin 2021, je crois qu'on est passé à 1159 milliards, ce qui est plutôt parlant. Et 706 milliards, c'est le rendement sur les capitaux qui ont été générés par rapport à ces investissements-là. Donc, je ne vais pas vous présenter tous les chiffres, mais le 90 milliards peut être pertinent parce que ça, c'est la partie des héritages en fait, qui ont été sortis sur 2021. Donc, on est quand même sur une fortune et une masse à hériter qui est très importante. Il est d'autant plus important de faire un bon choix de sa transmission successorale en fonction des droits dans lesquels nous sommes. Ce que l'on peut voir aussi, et ça je pense que vous le savez, c'est effectivement l'âge légal de la retraite pour les femmes ou pour les hommes qui arrivent à 65 ans. Et c'est à ce moment-là que les capitaux de prévoyance ont un impact, puisque ça fait partie directement de votre fortune aujourd'hui. Si on perçoit sous forme de rente, on va le voir tout à l'heure avec Soli Suisse, ce que madame aurait droit en cas de décès. Mais effectivement, ça a aussi un impact pour les enfants si madame est prédécédée, puisque ces capitaux-là, si on les perçoit sous forme de rente, automatiquement, si madame est prédécédée, automatiquement les enfants, s'ils ont passé les 25 ans, ils n'ont plus droit à ce capital-là. Donc ça reste auprès de la fondation, raison pour laquelle beaucoup de personnes vont décider de prélever une bonne partie de leurs capitaux de prévoyance sous forme de capital, justement, pour pouvoir les intégrer dans leur masse à hériter si jamais ils venaient à décéder. Ensuite, j'ai voulu vous donner quelques informations assez ludiques par l'image. Donc si on regarde ici cette première image sur le haut à gauche, on voit un notaire, qui effectivement informe le fils et la fille qu'ils n'ont rien du tout de prévu pour eux. Et effectivement, on se rend compte que c'est une situation qui est connue. Est-ce que réellement déshériter est possible? Sur le sol suisse, non.
sauf en cas de délit grave, effectivement. Donc quand on parle de délit grave, c'est lésions corporelles, meurtre, ce genre de choses-là, envers le défunt ou l'un de ses proches, mais c'est tout à fait envisageable. Ou alors par pacte successoral, mais dans ce cadre-là, ça veut dire que l'enfant aurait signé, donc il est censé être quand même au courant. Et l'autre alternative est celle que monsieur vous a parlé tout à l'heure, c'est le droit en fonction de la nationalité, du rattachement économique personnel. Justement, ce rattachement économique et personnel, on le voit justement sur ce deuxième slide, l'héritage de Johnny ici. Rassurez-vous, nous restons dignes pour honorer sa mémoire. On voit qu'effectivement, là, les gens, c'est considéré un peu comme si on avait les États-Unis, on avait le droit suisse ici, on avait différents droits. Et ils disent non, non, c'est le droit qui est droit pour la fortune de Johnny. Non, c'est nous qui avons droit, etc. Parce qu'effectivement, on a ce rattachement et cette particularité de pouvoir choisir en fonction de nos nationalités le droit auquel on peut statuer. Bien sûr, tout ce qui est fortune mobilière, comme il l'a déjà expliqué et que je vais vous redire encore aujourd'hui, encore maintenant, c'est que tout ce qui est fortune mobilière est en fonction de notre résidence fiscale et effectivement, les biens immobiliers, normalement, se trouvent en fonction du fort juridique où se trouve le bien immobilier. Si on regarde ici, pour ce qui concerne la succession, je passe mon tour, ça, c'est effectivement la répudiation de la succession. On peut le faire, répudier la succession, en faisant une acceptation sous réserve d'un bénéfice d'inventaire lorsqu'on ne connaît pas effectivement les avoirs et la fortune de l'héritage. Au niveau ici de cette autre photo, on se pose la question, est-ce qu'un héritage peut être une problématique finalement, peut imposer une charge à l'enfant? Et on voit qu'effectivement, concrètement, on pourrait imposer une charge à ses enfants sur la quotité disponible, mais pas sur la part réservataire. Donc sur la part réservataire, il y a l'héritage traditionnel. Sur la quotité disponible, on pourrait spécifier quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Vous avez 2 enfants, il y en a une des deux qui est plutôt très dépensière. Vous n'allez pas la déshériter. Par contre, pour la partie de quotité disponible, ce que nous avons mis en place avec une cliente, c'est de faire une sorte de rente certaine. C'est une spécificité qui existe dans certains cantons et qui oblige la fille, lors de l'héritage, de percevoir une rente plutôt qu'un capital, ce qui nous lui permet d'éviter de griller l'héritage trop rapidement. Et finalement, sur la dernière image que l'on voit ici, c'est le droit de succession en baisse. Effectivement, c'est en fonction du lien de parenté. On voit ici, ça tombe bien, on est de la famille, parce qu'effectivement, l'imposition sera en fonction du lien de parenté. Sur le droit successoral suisse en image, effectivement, les héritiers légaux, c'est la première question à se poser. Est-ce que ceci me convient ? Effectivement, dans le cas de figure que je vous ai présenté avant, on était dans ce cas de figure-là où finalement la part successorale légale représentait les descendants et les conjoints. Dans ce cadre-là, pas de grand changement. La moitié part sur le conjoint, la moitié aux enfants. Ce qui change simplement sont la part réservataire et les héritiers réservataires. Exactement, puisque les parents ne sont plus héritiers réservataires, ils n'en font plus partie. Par contre, les enfants ont une diminution de leur part réservataire qui nous permet d'avoir ce QD, c'est la quotité disponible, qui est plus importante de manière à pouvoir léguer plus, si on le souhaite, à d'autres personnes ou favoriser un enfant ou favoriser un frère ou une sœur qui ne serait pas forcément dans les héritiers légaux que l'on voit ici. Ici, je vous ai ajouté quelques notions de droit successoral suisse. Je vous ai remis quelques informations que vous verrez, je pense, là qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Vous les aurez dans le PowerPoint qu'ils vous mettront à disposition. Ici, le partage de la succession, comme l'a dit précédemment monsieur, c'est qu'effectivement, on commence par liquider le régime matrimonial lorsqu'on est marié avant de faire un partage successoral, ce qui est complètement différent par rapport aux autres statuts, puisque l'ensemble de la fortune est dévolue aux héritiers et donc rentre dans le partage successoral. On va présenter ici l'ordre successoral légal, donc ça, à titre d'information, lorsque nous décédons, si nous avons des enfants ou des petits-enfants, c'est cette première parentèle-là qui est héritière dans un premier temps. Et effectivement, maintenant que les parents ne font plus partie des héritiers réservataires, on part sur la deuxième parentèle, qui est la souche des parents. Vous voyez, frères, sœurs, neveux, nièces. Et ensuite de ça, si éventuellement nous n'aurions
pas non plus de transmission dans ces 2 premières parentèles. On part sur la 3e avec les grands-parents, oncle, tante, cousin, cousine, et c'est dans ce sens-là. Et effectivement, bien sûr, le conjoint en Suisse, comme il l'a dit précédemment, survivant, hérite toujours. Ici, il faut lire de la manière suivante, c'est que sur la gauche, vous avez la part successorale légale, c'est-à-dire si vous ne faites rien et que vous êtes dans cette situation, voilà exactement comment ça va se passer. C'est-à-dire que, comme on l'a vu précédemment, je suis mariée, j'ai des enfants, le 50%, chacun perçoit 50% de ma masse à hériter. Si je souhaite mettre les héritiers aux parts réservataires, donc au minimum légal, je peux tout à fait mettre mon conjoint et mes enfants au minimum, d'où le 25%. Et donc, ça me donne une quotité disponible de 50% de mon héritage. Celui-ci pourrait être transmis à l'un, à l'autre ou à part égale. Ça pourrait être le cas, par exemple, si vous avez une personne qui a une entreprise, qui est entrepreneur et qui souhaite que l'entreprise soit reprise par l'enfant. Dans ce cadre-là, il pourrait tout à fait dire « l'entreprise représente le 50% de ma masse à hériter, je souhaite l'ajouter à mon fils tel et tel pour la reprise en cas de décès ». Et pareil, ensuite vous regardez si effectivement vous êtes marié mais vous n'avez pas d'enfant. Dans ce cadre-là, vos parents font partie des héritiers légaux. Si effectivement aujourd'hui vous ne faites rien en termes de testament, et dans ce cadre-là, par testament, vous pourriez mettre le conjoint au minimum et donner les 5/8 à qui vous le souhaitez, parents ou autres, etc., etc., etc. On voit que même si on a les enfants aujourd'hui reçoivent tout, donc il n'y a plus les parents qui en font partie, et ils ont le 50% de l'héritage, les autres 50% peuvent être transmis. La dernière information sur ce slide qui peut être pertinent est liée à l'action en réduction. Ça, c'est si vous faites partie des héritiers réservataires et que vous estimez être lésé, vous avez 1 an à partir du jour où vous avez eu connaissance de la lésion de la réserve pour faire le nécessaire. Sur ce nouveau droit qui a été modifié au 1er janvier 2023, on a le divorce aussi. Alors le divorce, j'en parle un tout petit peu, mais je peux vous donner un exemple qui parle à tout le monde, qui est le cas Shakira et Gérard Piqué. Imaginons qu'ils soient genevois, qu'ils soient mariés depuis 15 ans, ils ont 2 enfants, Sacha et Milan, si ma mémoire est bonne. Suite à un écart de comportement de Gérard, effectivement, le 14 février, Shakira demande le divorce, qui est toujours en cours. Donc, s'ils étaient sous l'ancien droit, si elle était décédée après le 14 février, son mari fait toujours partie des héritiers réservataires, puisque c'est son conjoint, encore officiellement. Donc son mari aurait hérité avec ses enfants. Avec le nouveau droit, elle peut utiliser ce nouveau droit au 1er janvier 2023, comme toute personne qui est en cours de finalisation de divorce, et pourrait faire un testament et mentionner le nouveau droit en disant « si quelque chose m'arrive aujourd'hui, même si le divorce n'est pas encore terminé, je souhaite que mes enfants soient les seuls héritiers légaux ». Et ceci, il faut simplement faire un testament. Ici, au niveau du concubinage, il n'y a strictement rien eu en termes de modification. On sait qu'ils ne font pas partie des héritiers légaux. Et dans ce cadre-là, ce qu'il faut faire très attention, c'est l'imposition sur les successions. Je crois que mes collègues vont vaguement en parler, mais effectivement, on a une imposition qui est très importante selon les cantons, puisqu'on n'a pas de lien de parenté. Dans ce cadre-là, on est entre 50% dans le canton de Vaud et 54,6% au maximum sur Genève, en fonction de la valeur ou de l'estimation des biens qu'ils perçoivent. Pour le concubinage, ce qui peut être pertinent à mettre en place si les personnes ne veulent pas se marier, première chose, c'est de vérifier la prévoyance, parce qu'il y a 2 choses auxquelles le concubin peut avoir droit, c'est sur la caisse de pension. Puisque selon le règlement, la caisse de pension reconnaît le concubinage. Et dans ce cadre-là, une simple lettre en disant « je souhaite reconnaître mon concubin puisque ça fait plus de 5 ans qu'on vit sous le même toit », eh bien dans ce cadre-là, on rentre dans les critères et il pourrait avoir droit à une rente de veuf ou de veuve selon la situation. Mais il faut définir ceci auprès de la Fondation par un courrier. Et puis sinon, il y a le règlement donc du 3e pilier A, 3e pilier B. Selon votre situation, au niveau du 3e pilier A, vous pourriez transmettre une partie à votre concubin ou concubine si ça fait plus de 5 ans que vous êtes sous le même toit. Et le 3e pilier B, c'est le bénéficiaire est libre, donc vous transmettez ce que vous souhaitez. Cependant, je mets juste le point sur la transmission ici, puisque la transmission implique une imposition.
Ici, il serait pertinent de mettre en place une assurance, on appelle ça de risque pur, pour dire je souhaite transmettre un capital décès à mon concubin ou ma concubine, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'épargne du tout et de manière à ce que l'imposition sur la transmission en cas de décès soit beaucoup plus faible pour les concubins que l'imposition sur la succession que je vous ai mis tout à l'heure. Ici, je ne vais pas prendre plus de temps non plus sur le troisième pilier A, simplement, c'était déjà le cas avant, mais ça a été confirmé, comme quoi effectivement ce troisième pilier A, c'est-à-dire tout ce qu'on aurait sous forme de compte bancaire, troisième pilier A, ou police d'assurance, troisième pilier A, n'entre pas dans le cadre de la succession. La seule chose qui rentre dans le cadre de la succession, ça représente la réserve légale si jamais les héritiers réservataires estiment être lésés. Dans ce cadre-là, c'est la valeur du compte hérité ou la valeur de rachat qui est rajoutée à la masse successorale, comme je l'ai mis ici pour le calcul de la réserve légale. Donc là, il y a une possibilité d'action en réduction. Il faut tout de même faire attention, même si celle-ci n'entre pas dans la succession. Sur les autres présentations, ces trois présentations-là, ça va être les rentes de survivants dont je ne vais pas parler, sinon je parle à la place des autres. Le pacte successoral et donation, ici on a simplement le fait que normalement lorsqu'on fait une donation de son vivant, donc on donne de l'argent ou quelque chose, un bien immobilier ou autre de son vivant, il faut juste faire attention que si un pacte successoral a été mis en place, qu'il n'y ait pas de libéralité, c'est-à-dire que cette donation ne soit pas inconciliable avec le pacte qui a été mis en place. Donc il faut juste vérifier les avoirs courants et la donation, qu'elle ne soit pas trop importante par rapport au pacte successoral signé. Ce qui n'est pas pris dedans, c'est bien sûr les présents d'usage. On appelle ça présents d'usage, c'est simplement les cadeaux qu'on pourrait mettre à un anniversaire, un mariage ou autre. L'impact fiscal sur la donation et succession, je ne vais pas le répéter, mais vous le connaissez maintenant, c'est en fonction de la personne normalement où elle vit, les biens immobiliers où ils se situent, l'imposition est en fonction du lien de parenté et ce sont les personnes qui reçoivent qui payent l'impôt. Attention tout de même aux règles de fiscalité, bien sûr dans le lieu de résidence des héritiers ou des donataires, donc les personnes qui reçoivent le don. Puisqu'on l'a vu avant, selon les héritiers, s'ils habitent à l'étranger, ils peuvent avoir une imposition par rapport à d'autres qui, eux, résident en Suisse. Pourquoi planifier sa succession? Je pense que vous saurez très bien pourquoi. Et puis comment planifier? Là, je vous ai présenté différentes solutions qui peuvent être pertinentes en fonction de votre situation. Attribuer un usufruit qui peut être effectivement pertinent dans le cadre des biens immobiliers, et ça je recommande vraiment cet aspect-là. Un droit d'usufruit qui n'enlève pas, qui ne déshérite pas les enfants, mais qui donne un droit à la personne qui conserve le bien. Ça peut être d'autant plus important lorsqu'on parle de concubinage aussi, puisque si on ne donne pas de droit d'usufruit, l'autre personne se retrouve avec la famille du concubin dans le bien immobilier, ce qui est problématique en tant que propriété. Et puis après, c'est effectivement retirer les avoirs de caisse de pension sous forme de capital, modifier son régime matrimonial que l'on peut faire en cours de route et autres. Voilà, moi ce que je vais vous proposer maintenant, c'est que je vais donner la parole à mon collègue M. Amaral pour tout ce qui est aspect technique, puisque je crois que nous souhaitions voir plutôt l'aspect technique, compte bancaire, comment ça se passe, et ça c'est le spécialiste. Merci. Donc voilà, alors effectivement, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsqu'il y a un décès d'un titulaire de compte? Alors tout bonnement, dès que la banque est informée de cela, le compte est tout bonnement bloqué. Donc ça signifie que s'il y a des procurations existantes sur la personne, une procuration à un enfant ou toute autre personne, cette procuration est automatiquement annulée. Donc il n'y a plus d'accès possible au compte. Cependant, toutes les factures liées justement à ce décès peuvent être envoyées à la banque et le département de succession va effectivement pouvoir les régler. Ensuite, donc ça c'est si on parle d'un compte individuel, une personne individuelle avec une procuration par exemple. Lorsqu'il s'agit d'un compte joint, dans un compte joint, il y a deux possibilités. On peut ouvrir un compte joint avec exclusion des héritiers ou sans exclusion des héritiers. Donc vous l'aurez compris, on peut tout à fait avoir un compte joint en excluant les héritiers. Ça signifie qu'en cas de pépin d'un des deux titulaires, la personne survivante peut continuer à utiliser le compte temporairement. Donc dans ce cas-là, il ne sera pas bloqué. Il conviendra évidemment, dans les meilleurs délais, de mettre à jour le dossier, puis on va transformer le compte joint en compte individuel.
Si on ouvre un compte joint sans exclusion des héritiers, voilà, là, donc vous l'aurez compris, le compte se bloque de la même procédure que si c'était un compte individuel. Donc à ce moment-là, le compte se bloque, il n'y a plus d'accès et on va attendre du coup les documents pour qu'on puisse débloquer la situation. Quels sont les documents qu'on va demander? C'est les documents, donc l'acte de décès, le certificat des héritiers, livret de famille et les instructions des héritiers pour qu'on puisse aller de l'avant et débloquer la situation. Évidemment, on peut tout à fait envisager une solution où les héritiers peuvent par la suite ouvrir aussi un compte à la BCGE pour que la transmission soit également facilitée. Voilà pour l'aspect technique de comment se déroule lorsque voilà, il y a un décès avec un titulaire de compte. Merci beaucoup. Je pense que ça a bien complété la première présentation. C'est bien de donner aussi beaucoup d'exemples, comme vous l'avez fait aussi avec beaucoup d'humour. Ça permet de mieux appréhender la question. Maintenant, il y a encore d'autres questions. La question notamment de l'avoir de l'e-passage, la question de la rente AVS en cas de décès, la rente de survivant. À quoi il faut faire attention sur le plan fiscal du point de vue suisse, mais aussi en fonction d'autres droits, parce qu'évidemment, c'est toujours un peu ça, c'est l'interaction entre les deux droits qui peuvent poser problème. Et là, je passe la parole à Madame Tuppervin et à Madame Bauer. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, le temps est déjà un peu avancé, comme ça on essaye d'être courte, mais c'est toujours difficile. Mais à cause de ça, si vous êtes intéressé sur SoliSuisse, regardez sur notre site net qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Et pour ça, maintenant, on parle un peu de planification successorale à côté assurance sociale, parce que ça a aussi un impact, combien de l'argent, comment la situation fiscale, la situation financière des personnes proches. Et après, les impôts, mais pour ça, au début, c'est Isabelle Bauer qui va présenter sur les assurances sociales. Merci beaucoup, Nico. Bonjour à toutes et à tous. J'essaie de vous présenter en toute vitesse un petit peu les prestations de survivantes en Suisse. Voilà, merci. Merci. Et je m'excuse déjà pour le français suisse alémanique. Alors, peut-être vous avez la prévoyance en Suisse est organisée selon les principes des 3 piliers. Alors, dans le premier pilier, vous avez l'AVS qui vous permet de garder les besoins élémentaires en l'âge de retraite. Dans le deuxième pilier, la caisse de pension, la prévoyance professionnelle, qui va servir à maintenir le niveau de vie habituel si on est en retraite. Et le troisième pilier, la prévoyance privée, qu'on peut complémenter individuelle son pension à la retraite. Dans tous ces 3 piliers, vous avez des prestations de vieillesse très connues, l'AVS avec la rente qui est versée dans tout le monde entier. Et aussi dans le deuxième pilier, là, on parle ici de LPP et pas sur obligatoire, on reste sur le loi de LPP. La prestation qui peut être en forme du rente ou en forme du capital, qui est versée selon des directives de la caisse de pension. Et le troisième pilier, qui peut avoir une solution de banque ou une solution d'une assurance, qui est souvent couvert, en fait, c'est plus souvent, c'est un versement de capital selon les conditions générales de votre troisième pilier et qui est dans le règle manière, normalement qui est déjà prise en ce moment que vous êtes en cas de votre émigration, parce que c'est très peu qu'on peut le garder si on vit à l'étranger. Voilà. Dans toutes ces
piliers, on a aussi des rentes survivantes. Dans l'AVS et le LPP, c'est les rentes veuves et de veuves et des rentes d'orphelines. Et quand je dis des rentes du troisième pilier, c'est normalement, dans le cas, si on a une solution d'assurance, normalement, ça c'est un versement en capital. Alors, d'abord, pour avoir un droit sur des rentes survivantes, la personne décédée a aussi des conditions qui doivent être soumises. C'est... Voilà, je suis toujours sur le mauvais nom. Alors, la personne qui est décédée, elle doit au moins avoir cotisé pendant une année dans l'AVS, ou si ils sont mariés, le conjoint doit avoir versé le double de cotisation minimum pendant au moins d'un an. Là, on a le droit pour des rentes, aussi pour des rentes survivantes. Les rentes survivantes, on a les rentes veuves. Et puis là, on a aussi des conditions. En ce moment du veuvage, j'espère que c'est le mot correct, en ce moment du veuvage, il faut avoir des enfants. Ou si la femme est plus de 45 ans et mariée depuis au moins 5 ans, elle a aussi le droit pour une rente veuve. Les femmes divorcées ont aussi le droit sur une rente de veuve, mais le mariage doit être au moins de 10 ans. Voilà, c'est assez. Et il y a un autre cas ici, si l'enfant le plus jeune arrive à 98 ans, si elle a déjà dépassé les 45 ans, elle a aussi le droit sur une rente divorce, une rente veuve. On a aussi le rente veuve. Dans ce cas-là, le veuf doit avoir des enfants au moment du veuvage. Si c'est un homme divorcé, les enfants doivent être au moins de 18 ans. Là, ce n'est pas vraiment une égalité, malheureusement. Alors, pour des rentes des orphelins, si un des parents décède, ils ont le droit sur une rente orphelin. Si tous les deux parents décèdent, ils atteignent 2 rentes des orphelins. Mais là, les rentes d'orphelins, je perds un petit peu, mais sont versées jusqu'au moment les enfants arrivent à l'âge de 18 ans, ou s'ils sont en formation jusqu'à la fin de la formation, au maximum jusqu'à l'âge de 25. Pardon, je suis un petit peu trop vite. Les montants de la rente s'élèvent en fait pour des veuves ou des veuves à 80% de la rente vieillesse correspondante. Pour des orphelins, c'est à 40% de la rente vieillesse. Et si, dans le cas, ils sont les deux rentes d'orphelins, ils sont plafonnés à 60%. Et si les rentes vieillesse coïncident avec la rente veuve ou veuf, c'est seulement la rente plus élevée qui est versée. Alors, pour demander les rentes vieillesse, il y a certaines constellations. Alors, ça dépend où vous habitez en ce moment de demande de la rente. Vous trouvez sur le site de la Caisse de compensation à Genève, la CSC, tous les exemples. Alors là, vous pouvez regarder dans quel cas vous êtes et puis dans quel pays vous devez déposer votre demande sur la rente. Normalement, si en cas du décès de la retraitée, il faut simplement envoyer
les documents nécessaires et puis ça va se passer automatiquement par l'AVS. Pour la LPP, bon, c'est à peu près la même chose. Il y a aussi des conditions qui doivent être remplies pour avoir le droit d'une rente, une prestation de vieillesse ou une prestation de survivante. Aussi, pour des rentes de veuves et de veuves, c'est la même chose. Il y a un petit... il y a une comment ça se dit si les veuves ou les veuves ne remplissent pas les conditions, par exemple les enfants au moment de veuvage ou les 5 ans de mariage ou quelque chose, une indemnité unique de 3 rentes annuelles est versée par la LPP. Ça n'existe pas dans l'AVS. Et le droit aux prestations s'atteint au cas de remariage ou au décès. Pour les divorcés, c'est à peu près la même chose que chez l'AVS. Il y a aussi la durée de mariage doit être de 10 ans et pas que les 5. Et pour les orphelins, c'est aussi des mêmes conditions que pour l'AVS. Mais dans la LPP, vous avez encore des autres personnes bénéficiaires si le règlement de la caisse de pension le prévoit. Ça peut être des personnes tenues à l'assistance qui vivaient dans la même communauté ou des parents, des frères et des autres hérités légaux. Ici, le montant de la rente, c'est en cas de décès d'un assuré, alors qu'une personne qui est pas encore de retraité, la rente de veuve ou de veuve, c'est à 60%, la rente d'orphelin à 20% de la rente entière invalidité à laquelle l'assuré avait le droit. En cas de décès, une personne qui bénéficie déjà d'une rente de vieillesse, c'est les mêmes pourcentages, mais de la dernière rente de vieillesse versée. Ici, pour annoncer le droit, c'est la caisse de compensation qui est compétente. Pour le troisième pilier, on a déjà entendu parler, on a la 3A, la prévoyance qui est liée à la distribution analogue à l'LPP, ou la 3B qui est une prévoyance libre. Les deux solutions en fait, sont possibles dans une solution bancaire, assurance, mais normalement elles sont liées à un domicile en Suisse ou un salaire soumis à l'AVS. Alors normalement, la troisième pilier est déjà pris au moment qu'on émigre à l'étranger. Normalement, pour le 3B, vous êtes complètement libre d'une manière qui est vos bénéficiaires, mais dans la 3B, c'est réglé par la loi. Mais normalement, il faut penser à ça dans des couvertures d'assurance en cas de décès ou aussi d'incapacité de gain, c'est que dans les solutions d'assurance. Oui, je crois que c'est tout. Je vous dire et je repasse à Nicole Deparvine. Merci beaucoup. Maintenant, on va encore vite regarder à un point important quand même, c'est la fiscalité. Et ça, c'est aussi une chose où presque personne l'aime, mais c'est quand même important comme ça. On va regarder encore 3 questions. Qui peut taxer? Qui est taxé? Et aussi, qu'est-ce qui est taxé à quel niveau? Maintenant, peut-être pour commencer, qui peut taxer? Ça, c'est aussi la question qui est responsable ou qui a le droit d'imposer des impôts sur l'héritage. Et là, malheureusement, on n'a pas le droit de choisir, comme on a vu, par exemple, pour quel droit successoral s'applique. Mais là, on est vraiment lié, on n'a pas d'option, on n'a pas le choix. Et c'est plus ou moins la législation nationale qui est déterminante. Et si on regarde les différentes législations, on voit déjà qu'il y a quand même des importantes différences entre les pays.
il y a souvent, très souvent, que c'est le domicile ou la résidence du défunt qui décide quel pays est en charge d'imposer. Et c'est pour exemple dans le cas en Suisse, mais aussi dans la plupart des autres États. Mais il y a aussi des autres pays qui regardent le domicile, la résidence de l'héritier. Pour exemple, l'Espagne. Et aussi en partie la France et l'Allemagne dans certains cas. Il y a souvent, qu'on a aussi déjà entendu, la situation de l'objet qui est déterminant. Si par exemple il y a un immeuble, c'est souvent taxé dans le pays où il y a cet immeuble. Il y a d'autres pays qui regardent aussi la nationalité. Par exemple, US persons peut être taxé aussi même s'il n'habite pas aux États-Unis. Ça montre déjà qu'il y a un certain risque, parce qu'il y a des systèmes différents, il y a un certain risque qu'il y a plusieurs pays qui se trouvent en charge d'imposer. Et pour ça, c'est bien sûr très important d'avoir les conventions pour éviter la double imposition. Mais si vous regardez la liste qui est sur les slides, vous voyez qu'il n'y a que très peu de pays qui ont signé une convention avec la Suisse. Et aussi, dans des autres relations, il y a vraiment un manque de ces conventions de double imposition. Pour ça, la double imposition risque quand même c'est un risque réel. Peut-être aussi une petite attention, même s'il y a une convention pour éviter la double imposition, souvent, ça traite vraiment que tout ce qui est donné à cause du décès de quelqu'un, mais pour exemple pas les donations que vous peut-être donnez déjà avant parce que vous trouvez que ça c'est peut-être une bonne chose de le faire déjà. Mais maintenant, qui est taxé? Et là, il y a encore des différences, pas seulement techniques, aussi avec beaucoup de conséquences, mais si c'est la succession ou l'héritier, le légataire, l'usufruitier, je ne vais pas y entrer. Mais comme vous êtes aussi consciente, c'est souvent le niveau où si c'est imposé, c'est aussi le degré de parenté. Et si on regarde la Suisse, là, ce sont les cantons, les communes qui décident. Mais en principe, normalement, il n'y a pas d'imposition des époux. Il y a plus souvent pas d'imposition de descendants, mais il y a des cas. Dans les cantons catholiques, généralement aussi pas des impositions des parents, mais souvent des partenaires s'ils ne sont pas mariés. Pour exemple. Comme ça, et presque toujours une imposition des tiers ou aussi donc aux neveux et des choses comme ça. Comme ça, il faut vraiment regarder aussi en Suisse s'il y a une imposition sur l'héritage. Si on regarde internationalement, il y a des grandes différences et très souvent, les conjoints ne sont pas mariés, ne sont pas imposés, mais il y a des exceptions. Pour exemple, l'Allemagne, l'Espagne ou les États-Unis, comme ça aussi là, il faut vraiment regarder. Il y a encore certains pays qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent plus l'impôt sur les successions. J'ai aussi mentionné quelques exemples si vous intéressez, mais bon, on ne peut pas toujours choisir où on veut habiter et il y a aussi des autres raisons. Maintenant, il y a bien sûr une très grande question qui fait partie de la succession. Quels sont peut-être, si on reçoit de montants pour LPP, fait ça partie de la succession, oui ou non. Il y a toujours la liquidation du régime matrimonial. On a aussi parlé qu'en Suisse ne fait pas partie de la succession. Et certaines prestations de sécurité sociale. Il y a, pour exemple, si vous devrez rembourser les prestations complémentaires, vous pouvez les déduire, mais ça dépend. Dans chaque pays aussi, il peut y avoir des règles différentes qui font partie de la succession. Aussi important peut-être est évaluation de valeur de la succession. Pour exemple, si nous prenons les immobiliers, en Suisse, il calcule la valeur vénale si c'est vraiment à vous et vous habitez dedans, et la valeur de rendement si c'est loué à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas garanti que, pour exemple, l'Allemagne va accepter la valeur vénale aussi pour leur calcul des impôts après en Allemagne. Il y a des montants
exonérés. Il y a aussi un autre, un allottement, je crois, c'est un abattement, comme autre. Oui. Et là aussi, vous voyez des très grandes différences, même dans les cantons, mais aussi internationales. Par exemple, s'il y a le maire et après sa fille, en Allemagne, vous avez ce montant exonéré de 4 100 €, en France de 1 100 € et en Espagne de plus ou moins 16 000 €. Comme ça, vous voyez déjà que là, vous avez aussi des très grandes différences. Aussi, taux d'imposition, vous voyez des grandes différences et aussi souvent des adaptations. Là, peut-être les États-Unis est un peu un cas spécifique parce qu'il y a vraiment des énormes adaptations si on regarde aussi le taux d'imposition d'une année à l'autre. Comme ça, là, il y a des choses où il faut vraiment faire attention et aussi regarder. Là, pour conclure, et comme vous avez déjà souvent entendu maintenant, et que c'est vraiment important de prendre des experts fiscaux dans les différents pays concernés, parce que aussi la planification successorale est aussi une planification fiscale, même si ce n'est pas la première motivation, la principale motivation. Et peut-être encore une chose qu'on n'avait pas encore mentionnée, si vous avez déjà un expert fiscaux, regardez aussi comment il faut déclarer les héritages, parce que même si l'héritage n'est pas encore distribué, même si c'est exonéré d'impôts, très souvent il faut le déclarer et les pénalités peuvent parfois être très très élevées si vous ne les faites pas. Ça, c'est maintenant pour conclure de ma part. Merci beaucoup. Je crois que là, la mise en garde est claire. Donc, je répète, pour la prévoyance successorale, planifier, demandez aux expertes et aux experts. On a eu assez peu de questions, donc il faut croire que les présentations sont toutes très très claires. C'est pour ça, comme on a un peu de temps, je vais faire le tour parce qu'on a un notaire, un représentant des représentants suisses à l'étranger avec la direction consulaire, secteur bancaire avec la BCG et Soli Suisse. Pourquoi spécifiquement est-ce qu'on doit s'adresser à vous, à un notaire, dans je dirais, toutes ces questions qu'on a abordées? Qu'apporte un notaire? À quoi est-ce qu'il peut répondre? Alors, c'est toujours un peu compliqué de faire des planifications successorales. Il faut veiller à un certain nombre de règles qui doivent être respectées. Par exemple, pour un testament, vous pouvez tout à fait le faire par vous-même, comme l'a dit tout à l'heure Andreas Gubler, vous pouvez le faire à la main. Du coup, c'est vraiment important d'écrire à la main de A à Z, pas une feuille dactylographie et imprimée, ça va pas du tout. Il faut vraiment écrire de A à Z à la main, daté et signé. Mais c'est clair que si vous allez chez un notaire, il y a une plus grande sécurité juridique parce que ça aurait été contrôlé par un notaire qui est quand même quelqu'un qui a fait de longues études en droit et qui a passé des examens à la fois à l'université et puis ensuite dans le canton dans lequel il a obtenu son autorisation d'exercer en tant que notaire. Donc c'est une plus grande garantie juridique que le document a été fait dans les règles de l'art et il y a moins de litiges possibles par la suite. Avec aussi la nécessité, idéalement, d'avoir un notaire en Suisse, c'est quelqu'un qui connaisse le droit du pays de résidence. Exactement. Ce qui nous fait directement le lien avec les représentations suisses à l'étranger, parce que, voilà, Michel Malicia, pourquoi s'adresser à ces représentations au consulat, à l'ambassade? Donc la même chose, comme on avait parlé tout à l'heure, les droits et les lois sont vraiment complètement différentes d'un pays à l'autre. Donc déjà, la représentation, elle va pouvoir vous conseiller sur déjà l'autorité compétente dans votre pays de résidence et ensuite éventuellement vous donner soit une liste d'avocats ou une liste de notaires. Ces listes, elles sont tout à fait accessibles auprès des représentations et ça vous permettra à vous de trouver l'expert le plus à même de répondre à vos questions dans le pays de résidence. Merci. Là, je vais peut-être passer directement plutôt à Soli Suisse dans la logique. Pourquoi quelles sont la plus-value des conseils sur la question successorale
que va amener SoliSuisse? D'accord. Chez nous, toutes les personnes peuvent venir qui sont en train d'émigrer, qui sont déjà à l'étranger, qui font des longs voyages, qui sont en train de retourner. Nous, en essayant d'identifier tous les grandes questions qu'il faut, qu'on doit être conscient. Et bien sûr, on ne peut pas remplacer, pour exemple, un notaire ou un expert fiscaliste, mais peut-être on peut déjà dire, ah d'accord, ici, il y a une convention de double taxation, ici non, il y a ci et ci des cas qui normalement posent des problèmes. Nos membres en Thaïlande nous ont dit que souvent, il faut regarder ici. Et comme ça, on peut donner certains conseils. Mais même là, je crois on peut déjà identifier les questions, on peut déjà identifier certaines choses peut-être où il faut faire attention. On peut dire beaucoup sur les assurances sociales, mais pour des autres questions, après, c'est vraiment, il faut aller chez l'expert pour avoir quelque chose de plus approfondi. Et au niveau bancaire, la BCG, qu'est-ce que vous allez amener? Quelle est l'importance, si on a évidemment un compte chez vous ou auprès d'une autre banque, qu'est-ce que vous allez amener dans toutes ces réflexions? Alors, je dirais que chez nous, on va peut-être parler un peu plus, alors qu'on soit Banque cantonale de Genève ou pas, en termes de clients. Ça, c'est quand même important de le savoir, puisque c'est vrai que dans notre département, on est 6 et on s'occupe de toute la clientèle BCGE, mais aussi des personnes qui ne seraient pas clients. Puisqu'effectivement, on a une tarification par rapport à notre travail. Donc, de ce fait-là, on rencontre les clients. On vient un petit peu, si vous voulez, dans le cadre d'un médecin de la finance, en disant, voilà, quelle est votre situation d'ordre général, professionnel, personnel, quelle est votre situation patrimoniale, quels sont vos projets, vos envies. Et donc, la succession en fait partie. Comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui? Comment est-ce que vous souhaiteriez transmettre plus tard? Est-ce que vous êtes entrepreneur ou pas? Est-ce que vous avez un joli patrimoine? Comment ça se situe? Et à ce moment-là, on va essayer de trouver la meilleure alternative pour eux déjà en Suisse, pour définir ensemble la meilleure stratégie suisse possible pour vous en fonction de votre situation. Si effectivement on se rend compte qu'il y a de l'aspect international, on va clairement demander une confirmation sur l'aspect juridique international par un notaire. Parce que là, personne ne pourra remplacer un notaire à ce niveau-là pour la mise en place. Par contre, nous, on va venir vraiment plutôt en amont pour définir la structure et la meilleure solution pour le client en fonction de ses envies et ses besoins, et selon le cadre légal. Alors on voit ici en fait que c'est très organique, les différents spécialistes se complètent, donc on voit aussi qu'il faut faire une planification à différents niveaux, que ce soit au niveau purement financier avec son banquier, que ce soit avec un notaire évidemment pour le droit suisse, le droit du pays de résidence, la représentation consulaire qui peut aussi donner des noms de notaires spécialisés pour le droit du pays de résidence. Là, des fois c'est complémentaire d'avoir les deux, et puis peut-être une vision plus globale ou de SoliSuisse qui pourra déjà un peu dire voilà la situation est celle-ci. Au niveau de l'organisation des Suisses d'étrangers, on a aussi un service juridique qui est beaucoup plus petit que ce que fait SoliSuisse. Et voilà, c'est aussi on va vous répondre de manière très générale, je dirais, beaucoup plus que ce que ferait SoliSuisse. Je pense que le rôle de l'organisation des Suisses d'étrangers, Swiss Committee, est plutôt de mettre ensemble les différents partenaires pour réussir à thématiser des choses comme aujourd'hui, même si c'est organisé avec le DFAE, avec SoliSuisse. Nous avons quelques questions aux dernières nouvelles. On en avait 5, donc je pense qu'on a largement le temps d'y répondre. Je commence, après je passerai la parole à M. Malitia. Le nouveau règlement européen 650 sur les successions internationales a été modifié, mais apparemment cela ne concerne pas la Suisse. Cela est-il correct ? Je pense... Alors, merci pour... Oui. Merci pour cette question. En fait, c'est pas tout à fait correct. En fait, ce règlement est certes donc un règlement européen qui s'applique au sein de l'Union européenne, mais en fait, il déploie aussi des effets vis-à-vis de la Suisse, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, il concerne pas directement la Suisse, mais indirectement quand même. Très bien. Est-ce qu'on peut faire 2 testaments séparés dans 2 pays différents ? Qui peut répondre à cette question? Tu veux, David, ou autrement, je commence. D'accord. Bon, ça dépend. Pour exemple, au Thaïlande, il y a souvent le cas que les gens font 2 testaments parce que, par exemple, la Thaïlande souvent regarde que
les biens qui sont en Thaïlande, comme David Frosio a déjà mentionné. Et comme ça peut être utile d'avoir un testament pour la Thaïlande et une autre pour la Suisse. Mais ça dépend toujours sur les cas. En Suisse, c'est accepté, je crois, plus ou moins, mais peut-être c'est bon de compléter. Ouais, alors je confirme que c'est bien accepté en Suisse. Après, évidemment, s'il y a 2 testaments, il faut évidemment préciser l'articulation entre les deux. Est-ce que l'un prime l'autre? Est-ce que l'un remplace l'autre? Est-ce que c'est vraiment 2 testaments qui doivent être valables les deux en même temps, et puis l'un règle une partie et l'autre une autre partie? Enfin, et c'est vraiment l'articulation qui est importante entre les 2 testaments, s'il y a 2 testaments ou plusieurs testaments qui peuvent exister. Donc, si je me permets, là aussi, mieux vaut se faire conseiller et dire clairement à son notaire qu'on a 2 testaments. Pour que les choses fonctionnent correctement. Exact. D'accord. Dans le cas où l'on a des parents vivants suisses qui décèdent, existe-t-il un délai durant lequel il est possible que nous, expatriés, rentrions afin de bénéficier d'une taxation suisse plutôt qu'étrangère? Oula, c'est très alambiqué comme question. Je ne sais pas si je pense... Je pense que vous pouvez. La parole, mais, oui, allez-y. Le notaire va pouvoir valider ce que je dis ou pas. Moi, je pense que c'est effectivement au jour du décès qui fait foi et que malheureusement, il n'y a pas de délai de transfert ou de résidence fiscale, malheureusement, pour profiter d'une loi étrangère, raison pour laquelle il faut anticiper. D'accord. Est-ce que c'est correct? Oui. Vous confirmez. Formidable. Pouvez-vous donner plus de détails sur la situation des couples de même sexe et partenariats enregistrés à l'étranger? Quelle est la définition de conjoint dans ces cas? Madame Töpperwien, Madame Bauer. Oui. Alors, au niveau de l'AVS, en fait, au niveau de la sécurité sociale en général, les couples de même sexe ont des mêmes prestations que les couples mariés. Alors, c'est l'égalité qui compte. Mais bon, le LPP ou c'est pour le 3e pilier, il faut regarder avec les partenariats enregistrés que c'est bien défini dans les assurances là. Que aussi les rentes peuvent être versées, que ça c'est clair que l'enregistrement est fait. Sur l'AVS, ça se passe automatiquement. Tu as quelque chose à ajouter? Ajouter quelque chose? Peut-être si c'est vraiment un statut légal en Suisse et c'est reconnu en Suisse, normalement il y a une certaine égalité. Hein. Mais si on habite dans un autre pays, ça dépend si le statut est reconnu. Ou non. Et si c'est non reconnu, là, bien sûr, après, ça peut être le cas que cette personne est traitée comme une tiers, aussi concernant, pour exemple, l'imposition des héritages. Et pour ça, aussi là, il faut vraiment regarder comment est la situation dans le pays où on habite. Madame Garcia-Cano, vous voulez aussi compléter? Je voulais juste mettre un petit complément, parce qu'il me semble, et là vous me dites, vous, si je me trompe aussi, c'est tout ce qui est lié au 2e pilier, mais à la loi sur l'assurance accident. Il y a toujours une chose, c'est que le partenaire enregistré est considéré comme un veuf. C'est le seul cas de figure. Parce que le veuf a un tout petit peu moins de droits qu'une veuve dans le cadre de l'assurance accident. Et ça n'a pas encore été mis à jour sur l'équité homme-femme à ce niveau-là. D'accord, donc au niveau de la loi, tout n'est pas encore résolu là et comme l'a dit Madame Töpperwien, faire attention évidemment au pays aussi de résidence, si le partenariat enregistré est reconnu ou non. En Suisse, c'est le cas, c'est pas forcément dans le cas dans le pays de résidence. Donc là aussi, faire appel à un notaire et à quelqu'un qui connaît la loi des 2 pays est une bonne chose. Une toute dernière question. Quelqu'un demande des précisions sur ce qui se passe avec un 3e pilier si on habite à l'étranger. C'est quelqu'un qui cotise à un 3e pilier, qui est seul qui travaille à la maison et la personne se demande si, en cas de décès, ce qui va se passer, est-ce que c'est bien juste que l'épouse et ou les enfants vont recevoir ce fameux 3e pilier? Alors là, en l'occurrence, la personne vit et travaille en Italie. Mais de manière générale, comment est-ce qu'on peut répondre? Il faut préciser plutôt cette question.
Peut-être Madame Bauer? Oui, si c'est vraiment une solution d'assurance qui les héritiers peuvent demander vers le troisième pilier A ou E pour des prestations, mais normalement, ce sont en général, ce sont des prestations capitaux qui sont versées, et pas vraiment des rentes. Mais là, il faut vraiment regarder avec l'assurance ou même avec la banque ce qu'il faut faire et ce qui est la tombe. Ça, c'est la prévoyance individuelle, ouais. Et là, je vais peut-être rajouter, effectivement, hein, c'est correct. La seule chose pour être, peut-être pour aller plus dans le détail, c'est que normalement, alors le troisième pilier se trouve en Suisse, donc comme ça ne rentre pas dans l'héritage, dans la masse successorale qu'on a vue tout à l'heure. Le troisième pilier vient sous forme de capital et vient aux bénéficiaires légaux. Donc bénéficiaires légaux, c'est épouse et ensuite les enfants. Et ensuite, il y a les bénéficiaires légaux qu'on trouvera, si jamais, sur un des slides de ma présentation. Et normalement, c'est le droit suisse qui fait foi puisque ce compte est sur un compte bancaire suisse. Et dans ce cadre-là, ça part directement à son épouse. Si elle est prédécédée, ça part à ses enfants. Mais à vérifier effectivement avec l'Italie, mais pour moi, on est bon. Alors visiblement, il n'y a plus de questions, donc vous pourrez revoir non seulement cette vidéo qui a été filmée, qui sera au plus tard demain soir, si je crois savoir à 18h sur les sites de SoliSuisse, du DFAE et dans l'organisation des Suisses de l'étranger, Swiss Community. On ajoutera aussi toutes les présentations PowerPoint qu'on a vues aujourd'hui. Il y aura le lien pour la vidéo en allemand, avec les PowerPoint en allemand, le lien pour la vidéo en français, avec les PowerPoint en français. Des fois, c'est des présentations un peu différentes. Pour donner le mot de la fin, madame, d'abord, je tiens à... je te donne la parole. Non, je voulais juste ajouter que vous avez à l'écran maintenant les liens importants avec les sites des différents intervenants d'aujourd'hui. Et puis, sur un prochain slide que vous aurez aussi sur les sites, vous avez tous les contacts, numéro de téléphone et ou adresse email des intervenants d'aujourd'hui, notamment également pour les personnes qui résident en France, de l'avocat français et ainsi que les coordonnées téléphoniques des banques et du cabinet de notaire de Bern, Heusermann et Partner. Voilà. Juste pour préciser, Swiss Community, ASO, OSE, c'est la même chose. Swiss Community est notre nom de brand sur lequel on communique pour notre site web et les réseaux sociaux, juste pour être sûr qu'on parle toujours de la même organisation, auquel vous auriez un doute. Je tiens à remercier tous les intervenants de ce webinaire pour cette version française, aussi pour la version allemande, que vous pouvez aussi revoir demain, mais aussi à toutes les personnes qui ont participé. On m'a dit qu'il y avait 500 participants à ce webinaire français, il y avait 600 participants au webinaire allemand, donc c'est dire qu'en un après-midi, 1100 personnes ont pu bénéficier de ces conseils. Je vous encourage évidemment à diffuser cette vidéo, à la faire connaître, de même que les PowerPoint, parce qu'évidemment c'est pour vous que nous sommes là, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait au quotidien. Nous sommes là pour les Suissesses et les Suisses de l'étranger. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à nous contacter, ainsi que les personnes présentes aujourd'hui si vous avez des questions. Et pour information, le DFAE SoliSuisse et l'OSE Swiss Community fera encore deux autres webinaires cette année. Un autre qui sera sur les assurances sociales, ce sera en octobre. Mi-octobre et l'autre mi-décembre sur les banques. Voilà. Un grand merci, bonne suite de journée, bonne soirée ou bonne matinée suivant votre pays de résidence. Au revoir.